Bienvenue à tous pour cette deuxième table ronde de la matinée qui commence avec un petit peu de retard. Donc on va essayer de cadrer un petit peu le temps de notre côté et puis déborder un petit peu si le prochain speaker est indulgent. Romain, je te propose de t'installer soit à côté de Gaëtan, soit ici. Donc l'objectif des 40 minutes qu'on va passer ensemble, c'est de vous parler un petit peu de la production, c'est-à-dire du métier d'agriculteur au quotidien, à l'aide des nouvelles technologies, d'où on vient en termes de nouvelles technologies, où on va, quelles sont les solutions qui sont proposées, quels sont les problèmes que ça pose, comment tout ça s'interconnecte et comment celles-ci vont se diffuser, comment ont-elles été diffusées et comment vont-elles se diffuser, notamment avec l'arrivée du digital. Donc par rapport à la production, moi je voulais juste faire une petite introduction brève pour vous parler de ce qui existe. Le RTK, vous savez, le GPS, les agriculteurs en 97 ont été une des premières professions à s'équiper du GPS, à l'utiliser de manière massive, avec une précision, on va dire, plutôt au mètre. Aujourd'hui, on est arrivé au centimètre, voire avec plus ou moins 2 cm de précision. Donc on a évolué énormément et c'est un outil aujourd'hui massivement utilisé. Au Japon, on utilise 2000 drones utilisés au Japon depuis déjà énormément de temps. Le RTK qui se développe, le satellite, ça fait aussi une vingtaine d'années que des images satellites sortent et sont utilisées de manière massive en agriculture pour des aspects ou réglementaires sur l'azote ou pour de la gestion parcellaire plus fine. Les tailles des fermes, c'est un autre sujet qu'on peut aussi prendre en compte aujourd'hui. C'est qu'en France, vous le savez à peu près tous, je pense, une ferme, c'est 70 hectares en moyenne. Il y en a entre 400 et 500 000. En Europe, il y a 12 millions de fermes, mais la taille moyenne, c'est 14 hectares. Et aux États-Unis, on a 2 millions de fermes et c'est 120 hectares en moyenne. Donc vous voyez aussi, les différences internationales sont extrêmement importantes à prendre en compte dans le développement de ces nouvelles technologies et dans l'histoire, puisque les besoins de chaque pays sont totalement différents en termes de technologie, que ce soit de l'agronomie ou de l'agriculture de précision. Donc je vais demander à nos chers intervenants de se présenter. On va commencer par Romain, qui vont pouvoir présenter un petit peu eux-mêmes, puis leur entreprise, et puis on rentrera dans les thématiques du jour. Merci Jérôme, merci beaucoup. Bonjour à tous. Airinov, on est l'ambassadeur un petit peu historique et le pionnier de l'utilisation de drones en agriculture dans un objectif de fournir du conseil aux agriculteurs. Et donc on se spécialise non pas tant sur le drone que sur l'interprétation de la donnée et l'utilisation et la valorisation de cette information, cette observation des parcelles pour les agriculteurs et pour également l'écosystème autour de lui qui peut s'intéresser à ces informations, en particulier ces techniciens et agronomes qui le conseillent. Je vais laisser la parole à Gaëtan. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Gaëtan Sévrac, un des cofondateurs de Nayo Technologies. On conçoit, on fabrique et on commercialise des robots agricoles, d'une manière générale, et plus précisément des robots automatiques de désherbage mécanique pour les légumes et pour la vigne en particulier. Donc vous pouvez aller voir sur notre site internet Nayo Technologies pour voir des vidéos, mais on automatise le binage. On gratte la terre en surface pour désherber, pour pouvoir diminuer les besoins en produits phyto. Bonjour à tous, je m'appelle Ben Wallace, je suis responsable du service Crop Science France et je suis aussi membre de la Digital Farming Leadership Team pour le Globe, pour Bayer. Je viens de le domaine santé humaine, donc je suis en train de découvrir cette super monde d'agriculture et aussi découvrir votre langue qui c'est un grand plaisir d'apprendre. Donc, Bayer, qu'est-ce qu'on va faire dans le digital? On a depuis 20 ans des OED, on a posé des produits qui peuvent faire des prévisions de maladies comme Positive ou Movida dans les cultures. Et il y a 3 ans, Bayer a pris la décision d'aller plus loin à un niveau global dans le digital farming et on a construit notre propre boîte digital farming et on a 5 pays pilotes et dont la France, c'est un pour lancer une agriculture de précision sur les produits plantes de protection. Merci Ben. Bonjour, Franck Viasek. Je travaille chez Arvalis Institut du Végétal
donc un des instituts nationaux de recherche appliquée privés en agriculture, majoritairement financé par les producteurs. Et on a quelques grandes missions. On est quelque part un peu le que choisir pour l'agriculteur des innovations depuis 1959. Aujourd'hui, les innovations ont un peu évolué. Et puis force des demandes des producteurs et des problématiques qu'ils ont, eh ben, on crée de l'innovation, des outils. Et notre rôle est évidemment de pouvoir les diffuser. Donc, bonjour, donc, moi je suis Benoît Gobin, je suis le directeur de la société Satinfo. Donc Satinfo, c'est une société qui appartient à Class maintenant depuis 3 ans. Et donc nous, notre spécialité, c'est de fournir ce qu'on appelle des données RTK, donc c'est-à-dire des données GPS pour obtenir la fameuse précision centimétrique avec un GPS, donc pour des applications de guidage machine essentiellement. Voilà. Donc on a une infrastructure nationale qui nous permet de produire ces données et de les commercialiser sous la forme d'abonnement. Bonjour, je m'appelle Rémi Dumry et je suis un gros cultivateur beauceron. Parce qu'en Beauce, on est toujours gros, on n'est jamais grand, je ne sais pas pourquoi. Donc je produis des céréales, des betteraves, du maïs. Une exploitation où je fais beaucoup d'expérimentations. Je teste de la cote jusqu'à des sites internet et des OAD sur internet. J'ai investi en 2003 sur l'agriculture de précision et depuis j'essaye de m'en servir. Et je suis aussi un grand défenseur de la chemise à carreaux. C'est bon. Bon bah, merci à tous de votre présentation. Moi, je pense que la première question que moi je voulais poser, alors après chacun peut intervenir, c'est de nous parler d'un des cas d'usage marquant d'un déploiement, de l'historique de votre solution ou de votre société ou de son apport dans le milieu agricole et comment vous avez fait face aux premières difficultés lors du démarrage de votre solution avec les agriculteurs. Donc peut-être que Romain ou Gaëtan peuvent commencer ou comme vous souhaitez. Comment vous avez démarré et quel est le use case marquant de votre entreprise ? Alors, Erinov, on n'a pas commencé à adresser une relation directe à l'agriculteur. On est passé par l'intermédiaire des distributeurs, coopératives, chambres d'agriculture ou négoces. Et c'est plus l'histoire d'un de ces acteurs qui me semble intéressante, parce qu'on a commencé, donc on est un peu une vieille start-up, hein, on a 6 ans, et il y a 4 ans, on a commencé à arriver sur le marché de manière un petit peu standardisée et en routine. Et ça a été découvert par les premiers acteurs de la distribution qui ont fait le pari de relayer ces prestations de services. Et il y en a dans le Poitou, un petit cocorico de la région dans laquelle on est né, qui sont les plus vieux relayeurs et utilisateurs et revendeurs des services de conseil azote par drone, en particulier Océalia aujourd'hui, qui est la réunion entre Charente Alliance et Coréa, qui me semble être un exemple vraiment probant de réussite après avoir passé des étapes parfois un peu compliquées, parce que, et on vous en remercie aussi à l'occasion de cette inauguration d'un événement de la ferme digitale et de start-up. C'est vrai qu'au début, on a besoin de quelques ajustements, d'un petit peu de compréhension et de proactivité de la part de nos premiers utilisateurs. Et c'est ce qu'on a trouvé avec cette équipe, ces techniciens, cette équipe technique qui a vraiment, s'est jamais arrêté au moindre frein et a poussé à justement améliorer l'offre, améliorer la techno et faire que les agriculteurs puissent maintenant se retourner sur 4 années d'expérience et pouvoir donner leur feedback et donner leurs sentiments sur ce qu'ils y ont gagné, ce qu'ils ont économisé. Donc aujourd'hui, chez Océalia, en l'occurrence, on a 800 agriculteurs qui témoignent d'un gain de marge brute au terme de plus de 3 ans d'utilisation, parce que ça ne se fait pas en un jour, le retour sur investissement agricole, évidemment, et que parfois il convient d'avoir plusieurs saisonnalités, plusieurs saisons, plusieurs cas de climatologie et d'environnement de production qui soient modélisés. Et donc avec cet utilisateur-là, ce partenaire-là, relayant vers plusieurs centaines d'agriculteurs, on voit que le bilan est positif. On en avait bien l'intuition depuis nos débuts. Aujourd'hui, on en a la confirmation sous forme d'une étude chiffrée à l'appui. Voilà. Et derrière, je pense et je crois, d'après les études qu'on fait de notre base de données, que les agriculteurs ils sont plutôt fidèles chez eux. Et donc, je pense que c'est une expérience réussie pour tout le monde.
Voilà en la matière Merci, du retour merci d'Erinov. Romain. Gaëtan, je te laisse parler des robots. Revenons sur Terre. Un retour d'expérience intéressant qu'on a eu. Donc on commence pareil, on est un peu âgé, ça fait 5 ans qu'on existe, qu'on commercialise des robots. On a un peu plus de 70 clients maintenant. Et fin d'année dernière, on a fait un petit bilan de nos clients pour essayer de comprendre pourquoi il y avait des clients très contents et des clients pas contents du tout. Donc il y a plus de clients contents, heureusement, et de plus en plus. Mais on avait vraiment des situations où ça se passait mal, alors qu'on était avec la même machine, on vend des copies de exactement la même machine. On était dans le même type de terre, la même culture. Donc on voulait vraiment savoir ce qui s'était passé et pourquoi une même machine, dans une même circonstance, pouvait être considérée comme super utile, incroyable, très rentable, ou comme ça sert à rien, ça me fait perdre du temps. Donc on a un peu creusé, on a fait pas mal d'études et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait déjà des attentes de certaines personnes disproportionnées par rapport aux capacités de la machine. Donc on a l'inconvénient d'appeler ça un robot, et dès qu'on parle de robot, souvent on s'imagine des choses incroyables, alors que ça reste une machine extrêmement bête qui ne fonctionne que dans un environnement extrêmement standard, très simple, bien préparé. Et donc ça, c'était côté plutôt de nos clients. Et ensuite, de notre côté, on s'est rendu compte qu'on formait très mal nos clients et que ceux qui s'en sortaient bien, ils étaient autodidactes en fait. Et ils avaient réussi à piger les contraintes de la machine, les conditions de fonctionnement mieux que nous, et ils les avaient appris un peu sur le tas. Donc on a bien amélioré tout ça. Maintenant, on a beaucoup plus de clients, beaucoup plus contents, beaucoup plus vite. Mais on s'est vraiment rendu compte que voilà, quand on vend une machine, c'est pas que la machine qui désherbe toute seule et j'achète le robot, je le jette au milieu du champ et le champ est désherbé. Il y a vraiment toute une partie comprendre comment il fonctionne, préparer la parcelle pour le robot. Le robot ne fait pas tout seul, il fonctionne automatiquement, je répète, dans un environnement qui est préparé pour lui. Il y a des exemples qu'on connaît tous, c'est la machine à laver par exemple, le linge. Moi, en tout cas, la mienne, si vous en avez des mieux, vous m'appelez, ça m'intéresse. Mais ma machine à laver, elle va pas chercher mon linge sale toute seule, elle me le ramène pas propre tout seul dans la penderie. Donc il faut préparer le linge, choisir le programme. Des fois même, il y a des tâches qui partent pas toutes seules et je suis obligé de le reprendre à la main et de frotter. Et puis j'y arrive alors qu'elle n'y arrive pas. Mais je dis pas c'est nul une machine à laver, ça sert à rien. Elle me fait gagner énormément de temps très souvent. Et le robot, c'est pareil, il va pas tout faire. Il va pas tout faire tout seul. Par contre, il va vous faire gagner énormément de temps dans la plupart des situations. Donc ça, c'est vraiment quand on parle de nouvelles techno, c'est pas juste acheter la nouvelle techno, mais c'est aussi comprendre les nouveaux usages qui sont autour et se mettre à faire attention au bout des rangs, là où le robot doit tourner, parce qu'il faut que ce soit plat, régulier, propre pour que le robot puisse tourner tout seul. Alors que d'habitude, c'est là où on relève l'outil du tracteur, où on manœuvre, il y a des ornières et des tas de terre. C'est un changement d'habitude. C'est pas du tout compliqué à comprendre, mais à un moment, il faut le dire, il faut savoir que ça existe. Ouais, donc c'est un peu ça le retour d'expérience intéressant. Ça va beaucoup mieux depuis qu'on a compris ça. Alors en parlant d'autodidacte, Rémi, tu donnes ton avis sur quelque chose qui a marché ou comment toi tu l'as abordé? Oui, bah. Là, ça marche. Non, ça marche pas. On va passer en manuel. J'ai une voix assez forte, je fais du théâtre, donc théoriquement ça devrait aller. Mais avec un micro, ça marche aussi. Donc, non, juste pour dire que ce que les deux ont dit, c'est qu'il n'y a pas que l'investissement qui compte. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois qu'on a acheté soit un conseil, soit un robot, que ça va fonctionner sur une exploitation. Ce qui est hyper important, c'est aussi la connaissance qu'a l'agriculteur de son environnement, de ses parcelles, de ses cultures, et comment il va se servir. Donc c'est l'usage qui compte. Hein. J'ai acheté de l'agriculture de précision il y a plus de 10 ans maintenant, et finalement, j'utilise les mêmes outils, mais pas de la même manière. Et c'est vraiment l'usage qui détermine. Utiliser une carte de rendement, c'est assez difficile. Utiliser un outil qui va moduler de l'azote dans une parcelle, c'est un peu aussi difficile. Par contre, utiliser une barre de guidage et tracer un point A et B, c'est relativement simple. C'est pour ça que ça s'est démocratisé relativement rapidement, la barre de guidage. Mais le reste, il y a beaucoup de connaissances à acquérir et sans doute beaucoup de connaissances à partager et des usages à partager. Et c'est là qu'il ne faut pas croire qu'il suffit d'acheter du matériel et que ça fonctionne. Donc il faut aussi aider le partage de connaissances. Si on fait un parallèle historique avec la deuxième révolution verte, où les pesticides sont arrivés, où les engrais sont arrivés, où les semences sont arrivées, la génération de mon père, ils n'ont pas utilisé ces outils-là du jour au lendemain. Il y a des CETA qui se sont créés, il y a des structures dans les chambres d'agriculture, les coopératives ont créé de la connaissance et de la partage. Et pour que ça marche, il faut vraiment les deux.
Et c'est ça qui est un peu nouveau. Pour moi, l'agriculture de précision, c'est juste l'aboutissement de la deuxième révolution verte, où on continue à optimiser les outils qu'on avait avant, et qui va nous permettre de passer dans la troisième révolution, qui est la révolution digitale, où on aura les datas qui seront essentielles. Et eux, les gens qui sont là, c'est des gens qui vont créer des datas pour les agriculteurs. Mais l'utilisation, ce sera vraiment les agriculteurs de se les approprier et de les partager. Et il y a un troisième point qui est important dans cette révolution-là, ce sera de faire comprendre aux consommateurs et aux concitoyens que ces outils-là sont merveilleux. Ce qu'on a sans doute oublié de faire dans la deuxième révolution agricole, avec les pesticides, les OGM et les nitrates et l'irrigation. J'ai dit 4 gros mots là. Alors, qui veut s'exprimer sur ton retour, peut-être Non, en tout cas, une chaîne d'innovation, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'agriculture de précision, mais in fine, quand on regarde l'évolution des outils, ce dont ont besoin les agriculteurs, ce sont des outils qui les aident à décider. Pas forcément des outils qui leur demandent de faire, des outils qui les aident à décider. Un dada dans l'Institut, c'est le dada de se dire que la plante, avant tout, même si on a besoin de la protéger parce qu'elle est attaquée, elle a besoin de se nourrir. Alors nous, notre dada de l'azote, il existe depuis 1990. Et depuis 1990, on a créé plein d'innovations. Jubile, pour ceux qui le connaissent, du jus de bas de tige dans du blé, c'était une innovation parce qu'elle permettait de savoir si la plante avait faim ou pas. Sauf qu'il fallait couper des tiges. À 6 h du matin. Merci Rémi. On s'est dit que c'était un peu compliqué pour un agriculteur. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne peut pas mettre ce moteur agronomique dans un outil un petit peu plus simple? Et toujours dans un partenariat. Le premier était avec Challenge Agriculture, le deuxième était avec Chiara. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne peut pas monter le modèle agronomique dans un outil un petit peu plus technologique, c'est-à-dire en regardant la quantité de photosynthèse dans une feuille? Ça s'appelle le HN Tester. Cette innovation créée en 90, dans les années 90, elle fonctionne toujours chez plein d'agriculteurs, des centaines de milliers d'agriculteurs. Mais il faut quand même aller pincer des feuilles en travers dans la parcelle, en faire une moyenne, se connecter. Tout ça est quand même un petit peu long. Ce même modèle agronomique, on l'a fait monter dans un nouveau vecteur qui s'appelle le satellite, avec un outil qui s'appelle FarmStar aujourd'hui, un partenaire qui s'appelle Airbus. Donc on ne fait que rarement les choses seuls. Et en se disant, le satellite, lui, il va pouvoir démocratiser les choses et il va pouvoir généraliser l'utilisation, évidemment, de l'information sur les besoins de la plante. Aujourd'hui, c'est 750 000 hectares et on vise le million d'hectares à moins de 2 ans. Donc aujourd'hui, on a des outils qui permettent facilement de donner accès à de l'information à l'agriculteur. Toutefois, on cale quand même un peu parce que quand on parle d'agriculture de précision, aujourd'hui, on pourrait dire que faire de l'agriculture de précision, c'est quelque part pour un agriculteur couper une parcelle en deux. Je mets un peu plus d'un côté, un petit peu moins de l'autre. Mais la vraie agriculture de précision, c'est celle qui va nous permettre, sur des pixels de 5 mètres, de 25 mètres carrés, de 200 mètres carrés, de pouvoir apporter de manière beaucoup plus précise. Et aujourd'hui, on se confronte à une difficulté qui est la connexion de toutes ces données. Voilà, j'ai une donnée satellitaire, il faut absolument qu'elle pénètre un tracteur, qu'elle aille jusqu'à un apporteur d'engrais, qu'il soit capable de me géoréférencer dans une parcelle. Tous ces petits bouts existent. Mais le frein aujourd'hui pour un agriculteur, c'est de pouvoir connecter tous ces petits bouts. Donc de temps en temps, on a des agriculteurs qui sont performants et qui arrivent et qui s'acharnent à le faire. Mais pour le commun des mortels, c'est peut-être un peu compliqué encore. Alors, donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être que Benoît, tu nous donnes ton avis sur, puisque Benoît représente une société qui fait du RTK. On a fait un peu de satellite, on a fait du drone, on a les robots. Et moi, j'aimerais avoir que tu partages ton avis suite à tes différentes expériences sur ce qui s'est fait et où on va et comment le tracteur finalement, puisque le tracteur est quand même un des outils avec l'agriculteur qui passe le plus souvent dans les champs. Bien, alors, simplement, oui, pour rebondir avec ce qui a été dit, nous, on a eu grosso modo les mêmes expériences dans la maîtrise de l'utilisation de l'agriculteur. Hein. Il faut évidemment qu'il y ait un bon accompagnement parce que généralement, quand les gens sont mal accompagnés, ont mal compris l'utilisation du produit, généralement, ça arrive à faire des mécontents. Alors ensuite, effectivement, nous, sur la partie RTK, en tout cas aujourd'hui, on parlait d'agriculture de précision, de se localiser à 25 mètres, etc. L'idée, c'est déjà d'avoir
le point d'entrée de l'agriculture de précision, c'est de bien géoréférencer les parcelles et d'être capable de se localiser le plus précisément possible dans la parcelle. Et c'est vrai qu'à partir de là, on peut imaginer plein de choses. Et aujourd'hui, travailler avec du RTK, alors ça permet d'aller sur des itinéraires un petit peu innovants, de faire par exemple du trafic localisé, de faire du strip-till, d'aller sur des choses comme ça. Et puis après, sur des cultures à plus forte valeur ajoutée, on peut imaginer d'aller au plus près de la plante. Voilà. Donc c'est un des points très importants. Et c'est aussi un point d'entrée pour tout ce qui est automatisation. Des machines, les tracteurs s'automatisent de plus en plus, les machines de récolte. On parlait de robots aussi, pour du robot en grande culture, il faut que le robot il soit capable de connaître son environnement le plus précisément possible, de savoir se localiser le plus précisément possible dans la parcelle. Une position géographique de précision, c'est vraiment un point d'entrée important. Et le RTK a bien évolué dans le sens où aujourd'hui, pour le coup, on a un standard. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a une dizaine d'années, c'était encore pas trop le cas. Aujourd'hui, on a un standard et qui fait que la plupart des GPS du marché sont capables de recevoir du RTK sans difficulté et on peut avoir une position centimétrique. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien évolué, quoi. Voilà. Après, maintenant, il faut que les données transitent avec d'autres outils. Voilà, je vais faire la transition. Justement, moi, ce que j'ai bien aimé chez Benoît, il m'a raconté l'histoire de son entreprise qui fait un réseau unifié de RTK. Comparé à des expériences que Rémi pourrait vous partager après la conférence, où on essaye de faire des réseaux locaux de RTK qui existent aussi, qui apportent de la précision, et qui sont un peu opposés, ou pas opposés, mais complémentaires à un réseau global déployé, qui est notamment la solution de Satinfo. Ça va me permettre de faire la transition avec Ben, puisque tu vas peut-être nous parler justement de comment Bayer et comment les solutions Bayer proposent l'interconnexion entre toutes ces données, du tracteur jusqu'au satellite, en passant par le modèle agronomique. Il y avait un petit dessin que je voulais vous passer. Et Ben, je te laisse t'exprimer sur cette partie-là. Comment les OAD arrivent finalement dans la main des agriculteurs de la part d'acteurs comme Bayer. Ouais. C'est quoi ça? Non, regarde pas ce qu'il y a derrière. Okay. Donc, première chose, ce que j'aime bien, c'est d'être dans une roundtable avec des startups. Bayer a célébré 150 ans il y a 2 ans, donc c'est un changement pour nous de travailler dans une business qui sont assez nouveau et c'est une grande cultural change pour nous tous. Donc, comme on l'a dit, il y a 20 ans, on a travaillé les OED, les prévisions de maladies, à un niveau parcellaire. Et maintenant, notre volonté, c'est de passer à un niveau intraparcellaire. Donc, on a 2 technologies principales qu'on travaille aujourd'hui, plein d'autres. La première, c'est d'être capable de capter mieux. Donc, passer dans les champs pour faire ton tour du plaine avec un iPhone. Et là, vous pouvez capter et analyser ceux qui sont dans vos champs avec des algorithmes qui peuvent détecter les mauvaises bêtes, les mauvaises herbes, identifier et faire une traçabilité de tout ça pour le début. Donc, vous avez une base. Après, on va travailler cette approche de intraparcellaire. Donc, nous, comme producteurs de produits plant protection, on a une démarche qui fait du timing, donc quel moment de maladie, quelle dose, dans quel endroit, avec une carte de pulvérisation intraparcellaire. Donc, on est en train de tester ça dans plusieurs pays du monde, la France, le Brésil, Allemagne, les États-Unis. Et c'est super intéressant de voir comment, avec l'information de la base, l'image satellite connectée directement à votre ordinateur qui peut faire les calculations, qui passe directement, et aujourd'hui avec une USB, mais aussi l'avenir avec une code Wi-Fi, pour que tu peux passer une carte intraparcellaire dans le tracteur pour faire la pulvérisation. Donc, vous avez cette chaîne depuis le commencement jusqu'à la fin. Et c'est hyper intéressant de voir comment ça développe et à quelle vitesse. Et aujourd'hui, on teste avec, je ne sais pas, c'est un niveau de 150 000 hectares global, donc il y a 20 000 hectares en France. C'est super intéressant. Ok, merci Ben. Moi, alors on est un peu short en temps, donc je vais avancer vers l'intercompatibilité des systèmes et j'aimerais bien avoir votre avis sur la manière dont vous pensez que toutes ces solutions vont s'interconnecter malgré toutes leurs différences et comment les données vont transiter
entre chacune des bases de données. Vous voyez par exemple l'exemple du RTK, c'est que Benoît il me disait qu'on est capable aujourd'hui, et on sera capable dans 5 ans, au pied de vigne, d'apporter une solution directement au pied de vigne. On vient de 200 mètres carrés à une parcelle et bientôt on sera capable d'aller au simple pied de vigne avec une traçabilité du moment où j'ai implanté le pied de vigne jusqu'à toute sa vie. Alors comment derrière, selon votre expérience, et peut-être Rémi, tu peux nous exprimer le problème majeur que tu rencontres et comment un ou deux d'entre vous peut répondre à sa vision du futur de l'intercompatibilité des outils. Est-ce qu'un agriculteur il aura 20 applications dans son téléphone? Ou est-ce qu'il recherche une application globale qui s'interconnecte avec toutes ces solutions? Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un agriculteur il est très rarement dans ses champs. Il est plus souvent au bureau. Et donc, quand il est dans ses champs, il n'a pas le temps de faire du bureau. Et ça, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément compris par tous notamment les marchands de matériel agricole. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on est dans nos champs, on fait une action, on est en train d'épandre des choses, on est en train de regarder nos cultures ou de récupérer de la donnée, quoi. Et on se promène dans les champs. Avant, on a eu des outils d'aide à la décision qui ont été plus ou moins performants et qui nous ont donné des informations qu'on a recroisées avec de la météo, qu'on a recroisées avec des cartes de sol. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui se passent avant de faire l'opération. Et puis pour récupérer toutes ces données-là, on a quand même un gros handicap pour l'instant et qui s'appelle le clavier. Aujourd'hui, le problème des données agricoles, c'est qu'on récupère des données et on demande à l'agriculteur de taper. Alors il tape pour la réglementation, il tape pour la traçabilité, il tape pour sa production, il tape pour calculer ses rendements économiques, il tape et il est sans arrêt en train de taper et ça commence à le taper évidemment sur le système. Donc le flux de données, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit... Si on veut arriver au big data, hein, qui est quand même le Graal, il faut qu'on arrive à structurer les datas et qu'ils soient le plus nombreuses possible et qu'ils soient aussi qui viennent naturellement. Et tous les IoT, comme ceux de Jérôme, comme ceux de Romain, sont hyper intéressants pour ça. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des outils qui génèrent les données. Moi, aujourd'hui, sur mon exploitation, en croisant 3 bases de données, j'arrive à rentrer ma traçabilité sans rien taper. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on y aille. Et là, une fois qu'on aura enclenché ce système-là, on aura un flux de données et qui permettront d'avancer très vite. Juste une autre chose que je voulais dire que je ne me rappelle plus et elle reviendra tout à l'heure, peut-être. Oui, par exemple, si on reprend les histoires de GPS, les coordonnées GPS, en agriculture de précision, ça marche avec du WGS 84, que vous connaissez tous. Et on fait notre déclaration PAC en Lambert 93. Et déjà, rien que ce petit problème-là, quand on n'a pas... si vous avez déjà essayé de mettre votre déclaration PAC sur Google Earth, vous la retrouvez en général autour du pôle Nord. Et donc, c'est une histoire, il y a juste de la conversion, il faut juste convertir les fichiers, hein, c'est pas grand-chose. Hein, mais tout ça, c'est quand même assez peu accessible pour les agriculteurs. Alors, ouais, sur l'interconnexion des données, j'aimerais bien que, Franck, tu nous donnes ton avis, puisque est sorti des centres techniques récemment une initiative depuis 2 ans du projet API Agro qui sort des informations techniques et des centres techniques pour éventuellement commencer à fournir à des opérateurs des données, récupérer aussi des données pour que l'agriculteur puisse avoir accès à des données un peu plus standardisées que l'exemple que nous cite Rémi. J'aimerais bien que tu t'exprimes là-dessus avant qu'on termine par la mise en marché et la diffusion des innovations. 2 idées, merci de me laisser ce moment. En effet, 2 idées, mais qui proviennent initialement d'un mouvement qu'on a initié autour de DigiFerm, c'est-à-dire de fermes où on vient partager une expérience entre des apporteurs de solutions qui sont autour de ces tabourets et puis un agriculteur qui, en l'occurrence à Boinville, s'appelle Arvalis. L'objectif, c'est de se confronter aux difficultés. La donnée, aujourd'hui, elle est saisie à plein d'endroits. Et considérant qu'il y a des gestionnaires de bases de données, ou en tout cas de données d'itinéraires culturaux qu'un agriculteur doit saisir. Rémi nous le rappelait. Le problème de l'interconnexion entre toutes ces données est très, très handicapante.
Et c'est ce qui permet de temps en temps à beaucoup d'agriculteurs de ne pas avoir suffisamment rapidement accès à une innovation. Donc il y a deux idées. La première, c'est de se dire que tout le monde veut essayer de stocker de la donnée quelque part, parce qu'on se dit que la donnée a une valeur. Est-ce vrai ou n'est-ce pas vrai? Nous, on a une philosophie aujourd'hui qui est que la donnée, plus on pourra la partager, plus on pourra créer de la valeur ensemble, et puis que le meilleur créateur de valorisation de données se fasse connaître. Et c'est en cela qu'avec les instituts techniques de grande culture, l'Institut des oléoprotéagineux, Terrinovia, l'Institut technique des betteraves, Arvalis évidemment, et d'autres, parce qu'on a une idée, mais l'idée c'est que cette API, telle que tu l'évoques Jérôme, soit la plus ouverte possible, avec le plus grand nombre d'actionnaires, soit un lieu de stockage, de partage. Nous, on produit beaucoup de données de R&D qui pourraient être partagées avec les autres, avec vous, justement, pour créer du service. Cette donnée, elle est stockée, elle est transmise de manière gratuite, en open data, de manière plus ou moins privative, qu'importe. On peut serier cette donnée-là. En tout cas, une méga base qui permet aux gens de venir se connecter et gratuitement, en open data, pour venir valoriser de la donnée. Pourquoi on dit ça? Tout simplement parce qu'une première idée de valorisation d'une base de données qui appartient à tout le monde, qui s'appelle Vigiculture, de la donnée où tout le monde va regarder partout en France ce qui se passe sur sa parcelle. Tiens, j'observe de la rouille jaune dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Tiens, pourquoi je l'observe? Arvalis, pendant 10 ans, a mis en place des essais pour créer un modèle de prévision de la rouille jaune, donc c'est une maladie sur blé. En 9 mois, valorisant ces données, on a réussi à apporter la précision telle qu'on a pu produire un OAD qu'on n'a pas réussi à produire en 10 ans d'essais microparcelles. Donc ça veut bien dire que si on arrive à partager cette information, cette donnée, qu'on la laisse en libre service, et Dieu sait qu'on a beaucoup de data scientists autour de nous pour pouvoir valoriser cette donnée, on essaiera de le faire, d'autres pourront essayer de le faire. En tout cas, c'est pour nous important. Et puis le deuxième élément que je voulais dire, c'est que même si on ne la stocke pas la donnée, en tout cas, ce qu'il faut réussir à faire, c'est que l'agriculteur il puisse au moins avoir un tableau de bord. Je ne sais pas s'il faut une plateforme, parce que des plateformes, il y en a partout. Tout le monde cherche à faire sa plateforme. Ce dont on est sûr, c'est qu'il faut que l'agriculteur, même s'il ne stocke pas sa donnée chez lui, il faut absolument qu'il ait un tableau de bord qui lui permette d'interconnecter ça, qui lui serve uniquement à la visualisation et à la prise de décision. Merci Franck. Donc je vais vous demander à chacun de choisir 3 mots ou 3 idées pour ce qui représente pour vous. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, pour l'agriculteur, dans les innovations qui sont aujourd'hui sur le marché et éventuellement, par rapport à ce que tu disais, comment ces technologies seront diffusées aussi. Le digital va changer les modes de distribution. On a aujourd'hui un réseau de distribution fragmenté en France, un peu moins dans d'autres pays, des stratégies de marché qui s'appliquent à des régions et pas à d'autres. Le digital va changer la relation directe avec l'agriculteur. Donc ce que j'aimerais, c'est que pour terminer, vous résumiez un peu en 3 mots. Qu'est-ce que pour vous, votre solution ou votre conviction apporte à l'agriculteur, parce que c'est son problème majeur, et quelle conviction, en dernière phrase, vous avez dans la relation et la diffusion de ces innovations? Et on termine, on a 5 minutes. 3 mots chacun. Tu sais à qui tu t'adresses pour demander une synthèse. Je crois qu'après Rémi, je suis le moins synthétique de nous tous. Mais je vous donne la parole à chacun. Partageant ce goût de la palabre dans le monde agricole. Et en 3 mots, je peux quand même essayer de me prêter au jeu, parce que autour de toutes les notions que tu as évoquées, parce qu'on pourrait débattre vraiment tous très longtemps, je pense, sur ces questions et faire des retours historiques. Je pense que l'important pour l'agriculteur de ce qui peut se jouer autour de toutes ces données, de ces nouvelles technologies, c'est quand même lui permettre une certaine souveraineté, et ça colle pas mal avec ses valeurs, sur la manière dont il est incontournable et indispensable à la conduite de son exploitation. Une meilleure productivité, je pense qu'il ne faut pas se le cacher, c'est quand même de toute façon derrière, et une meilleure image du fait de la démarche plus durable que ces nouvelles technologies permettent d'entrevoir dans nos pratiques. Voilà. Donc c'est globalement. Merci ce qui Romain. pour moi, bravo, 3 mots. Parce qu'après on raccourcit la pause de nos chers hôtes. Donc à qui le tour? Gaëtan. Et oui, vous aurez une pause juste après.
La question est difficile. Peut-être juste ce qui est intéressant de faire, et je pense que les nouveaux moyens de communication le permettent, mais c'est de partager et créer une communauté en fait d'agriculteurs, d'utilisateurs, et bosser un peu plus le partage et la collaboration. Donc c'est dans la bonne voie, mais typiquement des outils comme ceux dont tu parles, Rémi, je suis sûr qu'ils intéresseraient énormément d'autres personnes. C'est dommage qu'ils soient pas un peu plus faciles à promouvoir. Donc je sais pas, bosser sur la partie communauté et collaboration. Et diffusion. Et diffusion des infos, échanges. De mon point de vue, dans une très high level, je vois que la prochaine étape, c'est decision support, mais l'étape après ça, c'est automation. Donc, où les outils vont prendre la décision pour une agriculteur, selon ce besoin, s'il décide de faire ça. Donc ça, pour moi, c'est l'étape énorme. Deuxième, il y a cet objectif aujourd'hui, c'était plutôt rendement maximal et efficacité maximale, qui va devenir qualité maximale et durability maximale pour protéger l'environnement dans lequel on travaille. Et si on parle de mise en marché, j'ai plusieurs questions de plusieurs gens qui disent comment vous allez commercialiser dans ce marché qui sont assez complexes, des États-Unis, en France, partout. Et honnêtement, mon réponse, c'est l'agriculteur qui va choisir. Il y a des agriculteurs qui sont différents. Quelques-uns qui veulent travailler dans une manière assez traditionnelle, quelques-uns qui sont plus innovants ou ont une préférence de travail plutôt e-commerce ou avec les parties tiers. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'assurer que nos solutions sont disponibles dans tous les canaux. Il veut travailler. Donc, c'est lui qui va décider comment il va avoir ces outils. Et c'est à nous de travailler ensemble pour créer un écosystème qui sont capables de livrer ça. 3 mots. Faire savoir, accompagner et réassurer. Faire savoir uniquement parce qu'aujourd'hui, l'agriculteur, en fait, il n'a pas accès à tant de solutions que ça. Il a des milliers de solutions, mais in fine, quand on va chercher l'agriculteur dans un territoire donné, on lui propose qu'une segmentation de solutions. Non, il faut lui donner accès à toutes les solutions. Et ça, c'est un premier mot important, faire savoir. Accompagner. Je ne suis pas forcément sûr. On veut essayer de l'aider à décider. Pour autant, toutes ces technologies ne sont pas si simples que ça. Voilà. Et quelles que soient les générations, d'ailleurs, qu'on soit plus jeune ou moins jeune, à mon avis, ce n'est pas si simple que ça. Donc il faut absolument accompagner, tutorer, faire savoir que l'on est capable que ces technologies soient simples. Et puis réassurer, parce que les agriculteurs peuvent appréhender ces technologies comme quelque chose qui pourrait prendre le pas sur leur métier. Et ce qui est, à mon avis, absolument pas le cas, puisque ce sont des outils qui doivent absolument l'aider à faciliter son métier, plutôt qu'à lui prendre la part de décision qui lui appartient. Bon, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Alors, pour ma part, je pense que, effectivement, en premier lieu, il faut que ces technologies elles soient accessibles et facilement utilisables par tout le monde. Et là, il y a aussi un besoin de formation et de formation aussi des nouveaux acteurs qui vont travailler dans ces domaines-là, des gens qui vont distribuer ces produits-là, qui vont accompagner les agriculteurs. Donc, on a besoin d'avoir aussi un plan de formation adapté. Et parce qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent, notamment donc, dans les concessions de machines agricoles. Nous, on distribue en partie nos produits via les concessions. Et on a un vrai besoin d'avoir des gens formés sur toutes les nouvelles technologies. Et c'est vraiment un enjeu important. Tu conclus, Rémi ? Oui. Et après, on prend une question, puis on fait la pause. Donc, les 3 mots très agricoles, data, flux et plateforme. Allez, on prend... Donc les data, je pense qu'on a parlé, c'est essentiel qu'on arrive à abandonner le clavier et que les data rentrent tout seuls dans la machine. Il faut. Le flux, il ne faut plus donner aux agriculteurs des tops, des ordres, et que la machine lui dise de quoi faire à un moment précis. Il faut lui donner l'ensemble et qu'il puisse se situer dans cette dynamique. Quand on me donne un top pour un traitement, j'aimerais bien savoir quelle est l'évolution de la maladie, quelle est l'évolution de la météo. Je connais mes sols, je connais tout ça. Je dois rentrer dans ce flux. Plateforme, il faut qu'on pense vraiment à l'utilisation de tous ces outils, qu'on puisse partager toutes les expériences, toutes les connaissances qui sont générées. Et il nous faut une plateforme pour pouvoir faire ça. Et cette plateforme-là, elle existe. Ça s'appelle HubAgri. C'est un projet qui a été émis par Open AgriFood. Je ne sais pas si ça sortira un jour, mais il faut créer ce truc-là. Et je crois qu'on bootera
nos amis américains en leur montrant que les Français ont toujours des bonnes idées et évidemment pas de pétrole. Ok, alors on peut prendre une question ou deux dans la salle, n'hésitez pas. Allez, je vais faire 2, puis après on fait la pause. Alors, le micro, quelqu'un peut... Vous pouvez peut-être... Allez-y. Oui, je m'appelle Go, je suis fonctionnaire d'un ministère français dont je tairai le nom ici. Je suis en fin de carrière, donc toutes ces technologies m'impressionnent, me plaisent, mais la question que je poserai, c'est est-ce que finalement les intervenants que nous avons ici pensent que les pouvoirs publics français ou européens devraient faire quelque chose, ou au contraire, est-ce qu'il faudrait qu'ils s'abstiennent de faire quoi que ce soit et qu'on laisse le système se développer d'une manière protéiforme et avec ses moyens? Bon, c'est toujours une bonne question. Alors, qui veut prendre le risque de s'exprimer? Moi, je veux juste te dire que quand on est dans une mutation ou une révolution, il ne faut pas garder l'ancienne réglementation, sinon on ne va pas y arriver. Ok, merci Rémi. Pour moi, le seul échec de Stéphane Le Foll par rapport à l'agroécologie, c'est d'avoir gardé la réglementation ancienne et qui bloque toutes les initiatives encore aujourd'hui. Moi, je pense par des dates, par des choix, des choses. Allez, on prend une dernière question. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde puisse se mettre autour de la table et qu'on n'oublie aucun acteur. Allez, dernière question, ici. Tu peux mettre le micro. Le syndicat mixte de la Côte d'Opale de Calais, avec l'université, a donné 50 000 euros pour faire un budget de 100 000 euros pour financer un doctorat d'un jeune Christopher, qui a fait son doctorat à l'université du littoral à Calais. Donc pour ça, pour faire le nouveau modèle Midjo. Ce nouveau modèle Midjo, Jérôme connaît bien parce qu'il est venu intégrer l'équipe de travail pour fournir la station météo pour modéliser sur l'exploitation qui fait 120 hectares de pommes de terre. Et donc ce modèle Midjo, il est sorti l'année dernière et il a été donné à Arvalis au mois de septembre l'année dernière pour transmettre l'OAD à l'ensemble des producteurs nationaux. Voilà, donc je voulais dire ce genre de choses parce que ces nouvelles technologies sont déjà bien avancées sur une exploitation du Calaisis, que Jérôme coach aussi. Et donc, on est déjà dans les outils bien plus avancés que ça pour regarder aussi à la fois le réglementaire européen où l'agriculteur doit être, hein, parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur le chose, d'avoir des outils d'aide à la décision qui permettent de diminuer. Et déjà dans l'exploitation, on est à 50% de l'IFT, ce qui est intéressant, mais les 50% de l'IFT ne sont pas pour réduire la masse de produits de traitement qui peut paraître intéressant, et je dirais ça à Bayer aussi, c'est essentiellement pour améliorer sa qualité de sol, puisque depuis 7 à 8 ans, quand on fait l'analyse de qualité de sol aujourd'hui, le fait d'avoir réduit la pression des produits de traitement, ça améliorerait considérablement la vie enzymatique. Merci Michel. Oui. Je peux prendre une autre question. Non, mais la question, c'est d'expliquer que je pense la réglementation, les centres techniques et les startups travaillent déjà ensemble, voilà. Et il ne faut pas opposer les modèles. Non, voilà, et il faut privilégier les usages et ne surtout pas opposer les modèles. Oui. Voilà pour moi la réponse à la question. Et une petite pub au passage pour la région Hauts-de-France. Merci beaucoup Michel. On fait vraiment la pause. Je suis désolé, il y a énormément de participants. On a un franc succès. On vous demande d'être aussi patient et n'hésitez pas de venir voir tous les intervenants. On est vraiment disponible autour de la table pour vous partager. Merci à tous de votre écoute et de votre temps. Et merci à chacun de nos intervenants de votre temps. C'est pas toujours facile de se libérer.